Radio Vie Meilleure vous présente les héros de l'espoir. Après 7 jours passés dans la forêt, Alexandre Brard a été retrouvé. Radio Vie Meilleure vous invite à revenir sur une expérience inédite. Au programme, témoignages, analyses théologiques, médicales et psychologiques. Une émission qui vous apporte un message d'espoir, de joie et de confiance. Afin d'avoir toutes les informations possibles concernant le témoignage d'Alexandre Brard. Un témoignage que vous êtes nombreux à attendre et il est là avec nous sur le plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Jessie et bonsoir à l'ensemble de la communauté citoyenne de Guadeloupe, mais également de la Caraïbe francophone qui a suivi cette aventure. Voilà. Vous regardez un peu cette idée, cette aventure, et qui a été vraiment formidable parce que là-haut, où j'étais, j'ai eu le sentiment que il s'est passé des choses parce que je suis là. Très bien. Alors, Alexandre n'est pas seul, comme vous le constatez. Alors, on tient déjà à s'excuser pour le retard. Il fallait mettre en place un certain nombre de choses. Un plateau assez bien alimenté. Alors, justement, notre émission se fera en 2 parties. Donc, ici, vous avez le plateau de la première partie, où je ne serai pas seule à animer. J'ai à mes côtés Claudie. Bonsoir, Claudie. Bonsoir. Voilà. Ensuite, nous avons l'épouse d'Alexandre, Françoise. Bonsoir. Bonsoir, directrice, et bonsoir à vous, amis auditeurs. Nous avons Jotam, le fils d'Alexandre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Jessie. Et nous avons monsieur Vitalis Cédric, adjudant, adjudant, c'est bien ça, monsieur Vitalis. C'est bien ça, bonsoir. Et vous faites partie de l'équipe de sauvetage. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs de la Guadeloupe et d'ailleurs qui nous écoutent. Alors, il ne sera pas seul, il sera accompagné de l'adjudant, on va dire chef. Tout à fait. Voilà, monsieur Vadim Thierry, qui sera là également tout à l'heure pour répondre à des questions que nous aurons à lui poser. Alors ça, c'est le plateau de la première partie. On aura un autre plateau avec un autre animateur, Harry Guiolet, qui là aura d'autres invités et ça sera plus sur de l'analyse. Là, nous sommes sur des faits. Et je laisse justement la première question, la question qui va lancer l'émission à Claudie Gaube. Alors Alexandre, c'est une joie de te voir avec nous sur ce plateau. Alors je m'en vais déjà te dire quelque chose. Tu as suivi la forêt, mais la forêt ne t'a pas suivi. Nous avons suivi tes traces par le bien de la prière et beaucoup de frères et sœurs ont su frapper à la bonne porte et le Seigneur a répondu à nos prières. Nous disons gloire, honneur, louange à Dieu pour ce qu'il a fait. Alors Alexandre était parti le 25 août afin d'effectuer une reconnaissance pour une randonnée au profit de l'association formidable et de retour problème. Alors comment tu as fait pour occuper le mental? Très bonne question, Claudie, que toi aussi, on randonne ensemble, tu sais ce que c'est que le plaisir que nous avons de randonner dans la forêt, qu'elle soit forêt littorale, forêt très proche, mangrove ou la forêt de montagne. Je dois dire que je vais peut-être te surprendre. Je ne sais pas si la forêt ne m'a pas suivi, parce que j'ai le sentiment que quand je suis dans la forêt, je suis chez moi. Je suis dans mon élément. Il y a dans la forêt tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'épanouir. Et même lorsque je suis arrivé au terminus, que j'ai eu, je ne pouvais pas avancer, j'étais en même temps pris dans un émerveillement. J'ai vu une chute, si mal, une chute. Le truc, je vais l'appeler 4 nattes, mais je pense que c'est 3. C'est 3 nattes. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Point final. Alors tu t'es encouragé quand tu as vu ça. Je l'ai vu, ça fait remonter j'étais dans l'extase. Ouais. Après on se dit, bon, allez, on va avancer. Et sans fait. Oui. Donc, je pense que ceux qui ont estimé, j'étais proche de me retrouver, j'avais traversé trop de petites chutes, mais vraiment des descentes techniques, hein, descentes, sauter, il fallait plonger en diawa. On dit un peu qu'on remonte, je ne pouvais pas remonter. Alors, donc, je me suis comment répondre. J'ai répondu, j'ai occupé le mental. Ouais. Moi, je parle à mon Dieu quand je marche. Ah bon? Je l'interroge. Et je me suis dit au moment,
tu m'as trompé. On dit, bon Dieu, vous trompez moi. Donc, j'ai été dans une fourche, c'est un Y. Je descendais le retour, il y avait une mini-balise. Donc je redescendais, j'ai fait une première, une deuxième. Donc, alors, comme les enfants, les encouragements. Après on dit... Alors vous étiez déjà monté? Oui, j'avais fait pratiquement... j'avais fait la reconnaissance pour le plus dur. Tu n'arrivais pas très loin du corps Michael. Non, oui. La montée là, on dit, bon allez. Je pourrais continuer puis arriver à la maison. C'est clair. Oui. On dit, bon allez, un forçage, je retourne. Tu retournes. Question de... Le même jour? Le même jour ou... le lendemain. Le lendemain. Parce que j'ai fini comme à 22h. Ah, d'accord. Ouais, c'est quand même, c'est de 14h. 22h. Mais le soir, c'est éclairé. Quand il est seguine, tu as l'impression que attends, on voit les réflecteurs. Si c'est mouillé encore, c'est encore meilleur. Mais à quel moment que tu es venu en mode survie? Alors, quand je suis parti, j'ai envoyé un petit... J'ai appelé Jotam. Il a dit, bon, et je pars en mode survie. Si j'ai un souci, j'ai... Et c'était pour combien de jours au départ? Non. C'est pour au moins une journée. D'accord. Je partais, je faisais 14 heures, comprenez, mais j'étais bien. Ouais. J'étais bien dans mon corps. Donc je suis parti. Donc je vais revenir à la question de Claudie. Comment j'ai géré mon mental? Moi, j'observe la nature. Il y a des choses que j'ai vues, et ça m'a entraîné, et qui m'ont plu. J'ai vu une floraison, mais des fleurs blanches, avec des abeilles. On dit, oh, avec un parfum. Mais donc j'ai dû traîner aussi, là. Il dit, parce que il y a 4 couches. Donc je me suis dit, bon, il faudra donner à quelqu'un l'autorisation pour passer des boîtes là. Parce que c'est un miel rare. Donc, ensuite, après, je suis redescendu. Et la deuxième nuit, j'ai dormi. Et à un endroit, j'ai mis des trucs. Je n'étais pas gêné. J'avais à manger. J'avais suffisamment j'avais un double. Quand je pars toujours en double, en cas où je rencontre quelqu'un en difficulté. En double de vêtements, en quantité alimentaire suffisante. Et puis maintenant, peut-être était bien changé. Au moins, c'est bien changé. Pas le portable, pas le reste. Mais quand François... bon, donc le portable n'était pas bien chargé en fait. Il n'y avait pas beaucoup de charge. Mais je revenais de vacances et j'ai acheté une recharge de 4 heures. Et tout neuf. Oui. Il chargeait. On mettait un sac là. Le truc, le carmen, le truc, je l'ai pris dans sa boîte, je l'ai mis dans mon sac aussi rapidement. Et je suis parti. Donc j'avais des éléments. Sauf que dans cette zone-là, il n'y a pas de réseau. Mais non, là, pas de réseau. Pas de réseau. C'est ça. Alors justement, Jotam, à quel moment que vous vous êtes dit que là, il y a un problème? Même si là, on entend papa, il gère dans la forêt. Mais à quel moment que vous vous êtes dit, non, là, il y a un problème, même s'il est parti en mode survie, mais là, ça ne va plus? Ben, tout simplement, j'ai cherché à le contacter le soir, pas de réponse. Vous savez, il peut avoir des activités, pas de réponse. Un peu plus tard dans la nuit, toujours pas de réponse. Le lendemain matin, toujours pas de réponse. Donc je me suis dit, bon, je vais me déplacer. Il m'a dit qu'il partait à Féfé. Je ne connais pas Féfé, je ne suis pas randonneur, par définition. Donc du coup, je cherche. On était en famille, on a cherché Féfé, on a demandé aux gens qui étaient autour. On monte, on arrive au niveau du hangar, on trouve la voiture de papa et on se dit, bon, la voiture est là, ça fait déjà, il m'a dit qu'il partait, ça faisait déjà une journée pour nous qu'il était parti. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ça commence à devenir inquiétant, contacter les secours. Et c'est exactement ce que j'ai fait, donc du coup, j'ai fait c'est moi qui ai signalé en fait sa disparition. Eh bien, on arrive justement au secours, l'adjudant Cédric Vitalis. Alors, comment ça s'est passé suite à l'appel de Jotam Brah? Alors, suite à l'appel de Jotam Brah, je vais peut-être laisser cette dimension-là à mon supérieur, au responsable de la spécialité, M. Vadimon, quand bien même nous avons été bien évidemment tous sollicités et mis déjà donc en attente pour pouvoir intervenir. Les premières équipes qui ont fait les recherches, je pense que Jotam
peut en parler, ce sont des équipes de pompiers qui étaient donc terrestres dans un premier temps, donc avec des chiens, donc l'équipe cynophile. Il y avait également donc tout un maillage et une organisation, et là je préfère éventuellement effectivement que M. Vadimon en parle avec précision, l'adjudant-chef Vadimon en parle avec précision, quand bien même, si vous le permettez, déjà sur Saint-Claude, Alexandre étant Saint-Claudien, nous avions déjà effectivement, nous avons tous, on discutait déjà entre nous, même si je n'étais pas encore, on va dire, en phase avec la mission, puisque ma mission était intervenue, je fus de garde USSH du samedi au lundi. Donc par conséquent, je n'avais pas encore été réellement donc, mis on va dire, en action sur la mission. Mais quand bien même, en tant que Saint-Claudien, une organisation avait été déjà mise en place par les connaisseurs de la forêt, dont je fais partie effectivement, puisque, et là je tiens à le dire, la dimension humaine et la dimension personnelle, au niveau de la forêt, je partage entièrement tout ce qu'Alexandre vient de dire, parce que effectivement nous avons une forêt qui est formidable, grandiose, et je pense que si elle fait partie d'une entité nationale, donc d'un parc national, c'est bien parce qu'elle est reconnue. Elle est reconnue comme une forêt qui est très très belle et attirante. Voilà. Mais quand bien même, voilà, donc pour répondre à la question, simplement donc très tôt, aussitôt que l'alerte fut donnée par Jotam, les secours se sont mis en branle, et je crois qu'une chaîne de secours, vraisemblablement, hein, c'est le mot, hein, c'est manifesté, qu'elle soit professionnelle, donc qu'elle soit donc de secouristes aguerris et professionnels, ou qu'elle soit d'amateurs ou de connaisseurs de la forêt, mais tout le monde fut sensibilisé par la disparition de notre frère Alexandre. Alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées sur le terrain pendant la recherche? Alors, les difficultés sont claires. Hein. Je pense qu'elles sont similaires pour nous et que celles qu'a connues Alexandre. Hein. Ce sont des difficultés qui sont relatives à la topographie, qui sont relatives effectivement à la dimension de la forêt, puisque nous passons d'une forêt sempervirente humide, des grands arbres, hein, pour être clair, à une forêt basse, qui s'adapte en fait à tout ce qui est vent, humidité, pluviométrie. Donc la forêt qu'il a rencontrée, donc on va dire en bout de son parcours, c'est une forêt de mangle, c'est une forêt avec beaucoup de boue, c'est une forêt qui est difficile et qui, si on ne la connaît pas, nous rejette. Elle nous rejette vraiment, j'allais dire le mot que je voulais employer, c'est qu'elle nous vomit. D'accord. Donc si Alexandre a pu vraisemblablement, et il est avec nous aujourd'hui, c'est clair, il survive, c'est parce qu'il la connaît. Après les 7 jours, auriez-vous continué à chercher? Alors, après les 7 jours, nous aurions continué à chercher, peut-être différemment, mais nous aurions continué à chercher, surtout que des éléments étaient en notre possession, tels que le balisage qu'il avait mis en place, la rubalise, et également cette rubalise, la dernière, hein, il va nous en parler, parce que moi je la trouve extraordinaire, l'ayant vue. Donc ce morceau de rubalise qui était tendu d'une berge à l'autre de cette chute, hein, de la rivière, de ce petit bras de rivière qui était en terminaison d'une chute, hein, qui était juste en amont d'une chute. Cette rubalise qui avait été vue, et qui n'avait lieu d'être là, mise par quelqu'un vraisemblablement. Donc il fallait lever ce doute, et ce doute fut levé et avec donc une recherche fructueuse en remontant donc Alexandre. Alors justement, alors vous avez très peu de minutes à nous accorder pour l'équipe, donc nous allons demander à votre responsable dans un instant de continuer avec l'aspect, si vous voulez, plus
techniques par rapport à l'équipe qui a été mise en place dans le cadre du sauvetage de M. Alexandre Brard. En tout cas, merci déjà pour tous les éléments que vous avez déjà apportés. Chers auditeurs, pour ceux qui arrivent à l'instant sur la fréquence 93.3 ou pour ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, nous sommes dans une émission spécialement consacrée au témoignage d'Alexandre Brard. Alexandre Brard, pour ceux qui ne le savent pas, puisque nous sommes écoutés et regardés sur le plan national et international, c'est un Guadeloupéen qui vit à Capesterre, donc en Guadeloupe, et donc qui est parti en reconnaissance d'un circuit dans le cadre d'une randonnée qu'il devait organiser. D'ailleurs, vous êtes président de l'association Formidable, et donc dans ce cadre-là, vous êtes parti pour gérer un petit peu ce circuit, et là, vous vous êtes perdu. Donc, il parlait justement d'une balise. Comment, justement, c'est extraordinaire, dit-il. Alors, c'est curieux parce qu'en fait, pour moi, j'avais l'impression que je n'avais plus de balises, de roue balise. Mais le samedi vers 10h30, l'hélicoptère de la gendarmerie est venu en reconnaissance, mais très au loin, très au loin. Et la question, je me suis dit, wow, les gars ont fait un premier tour, un deuxième tour. Ah, vous les avez vus? Si, je les ai vus. Le deuxième tour. Et je me suis dit, bon, allez, c'est samedi, ils vont revenir, ils vont peut-être revenir plus tard. Et puis j'ai regardé, j'ai cherché dans mon sac, que j'essaie de faire des gestes, bon Dieu. Dans mon sac, j'ai trouvé un morceau de. Et puis j'ai dit, oh, c'est un morceau encore, un morceau. Et j'ai attaché d'un bout. D'un arbre, il y avait assez. J'ai dit, bon, de toute façon, c'est indiqué, ils vont pouvoir trouver le lieu à partir de cette balise. Très bien. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont retrouvé le lieu. Et tout à l'heure, nous allons expliquer comment ça s'est passé pour le sauvetage. Parce que des auditeurs m'envoient des messages me disant qu'on n'est pas assez précis sur les différents jours, comment vous avez vécu ça. D'accord, ça marche? Alors justement, Monsieur Vadimon Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous pour cette émission. Avec plaisir. Il était important pour nous de revenir sur cette équipe que vous avez mis en place. Alors cette équipe, c'est une nouvelle équipe qui s'appelle USSH. Tout à fait. Bon. Unité de secours, de sauvetage héliporté. De sauveteur héliporté. De sauveteur héliporté. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette équipe? Il faut savoir qu'au niveau des sapeurs-pompiers, il y a des spécialités et tout le monde ne fait pas la même chose. Donc on a un tronc commun, le secours à personne et l'incendie. Mais à côté, le pompier qui veut faire une spécialité en plus peut le faire en fonction de son cadre de travail. Donc il est important pour nous, en Guadeloupe, par rapport aux spécificités que nous avons sur le plan local, notamment au niveau de la montagne, au niveau de la mer, de mettre en place donc, une équipe pour intervenir rapidement. Donc ce sont des agents, il y en a une trentaine environ, qui sont formés pour intervenir dans des milieux un petit peu particuliers où les autres secours ne peuvent pas intervenir. Notamment s'il faut aller dans la forêt chercher quelqu'un, ben, si on doit envoyer donc, une équipe, ça va nous demander quand même une dizaine de pompiers minimum et peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de marche. Alors qu'avec l'hélicoptère, on va faire ça peut-être en 20 minutes ou 30 minutes. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Alors dans le cadre du sauvetage de M. Alexandre Brard, ce que nous aimerions savoir, c'est cette équipe a-t-elle fonctionné, a-t-elle montré son intérêt et son importance? Tout à fait, puisque c'est une équipe qui a été donc, mise en place donc, depuis décembre 2019, donc vous voyez il y a moins de 6 mois, avec 30 sapeurs-pompiers, donc 15 dans le domaine nautique et 15 dans le domaine terrestre. Et bien, vous voyez que quand même les interventions qu'on a menées, on est au minimum à une 50aine d'interventions en moins de 6 mois. Et à l'heure où je vous parle, actuellement, il y a une intervention au niveau du Sodacoma. Alors, je viens d'avoir un appel. Alors, est-ce que vous voulez profiter de cette émission pour pouvoir lancer un appel par rapport à un certain nombre de situations que vous vivez, de manière à ce qu'on puisse, pourquoi pas, réduire le nombre d'interventions? Je vous laisse le soin de... Alors, il est évident que partir en montagne ou dans la forêt, il ne faut pas partir n'importe comment. Il faut connaître quand même des bases. Il faut connaître quand même son état physique, si on est capable de pouvoir marcher correctement, longtemps ou pas. Il faut prendre quand même conscience aussi de la météo.
des risques inhérents, notamment sur ce type de parcours. Donc on demande vraiment aux gens d'être sensibilisés. Actuellement, il y a un phénomène de société, on va dire plus ou moins, avec les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes font un point GPS et marquent magnifique, allez-y, mais oui, on y va, mais comment on ressort? On ne part pas à 16 heures dans les bois. Okay, on part tôt le matin et équipé. Donc voilà, donc il ne faut pas partir n'importe comment, il faut savoir être équipé avec un minimum de matériel, un téléphone bien chargé pour pouvoir appeler les sapeurs-pompiers, notamment les secours, parce que c'est notre seul moyen de communication. Quand il y a du réseau. Quand il y a du réseau. Quand il y a du réseau. D'accord, donc voilà un petit peu les conseils qu'on pourrait donner. Ce qui veut dire, il n'y a pas toujours de réseau. Quand c'est au démamel, ce n'est pas toujours quelque chose qui est normal. Alors, donc au niveau des mamelles, effectivement, il n'y a pas forcément tout le temps du réseau. Mais on est capable, nous, au niveau donc, de la spécialité, au niveau de Dragon, d'intervenir aussi le soir. Et bien, avec un téléphone portable chargé, avec le flash, ça émet une lumière. Et de la lumière donc d'en haut, on peut voir et intervenir. Voilà. Super. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces précieux renseignements. Et un numéro de téléphone pour appeler les pompiers. Le 18. Le 18. Ça n'a pas changé. Le 18, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Avec le confinement, déconfinement, etc., les habitudes des Guadeloupéens, toujours pareil, où il y a une augmentation de certaines voilà, les gens situations. Continuent à aller toujours dans la forêt, confinement ou pas confinement. La nature, le Guadeloupéen se l'approprie de plus en plus, donc c'est très bien. Ils aiment ça. Mais il faut faire simplement attention et être vigilant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va poursuivre avec l'épouse Françoise Brard. Alors, le mercredi, comment avez-vous eu l'information de la disparition de votre époux? Alors, il faut dire que je n'étais pas en Guadeloupe. Donc, je n'étais pas encore rentrée de vacances. Et j'avais envoyé un message le mardi. 2 messages le mardi et je n'ai pas eu de retour. Alors j'appelle donc mon fils donc le mercredi matin pour lui dire tiens, est-ce que tu aurais des nouvelles de ton père parce que j'ai envoyé des messages et que je n'ai pas de retour. Il me dit oh non, tout va bien, j'étais avec lui hier, on a passé une bonne journée, ben je n'ai rien. Et puis je rappelle. Je me dis, c'est quand même curieux. J'ai envoyé des messages. J'ai constaté qu'il a lu les messages, mais qu'il n'a pas répondu. Et puis, comme je l'interpelle une seconde fois, il me dit, écoute, maman, je vais te dire. Papa est parti en randonnée et il n'est pas revenu. J'ai dit, oups. Jusque-là, rien de très méchant. Je me dis, il a certainement préféré dormir dans les bois et que le lendemain, il allait revenir. Tu connais ton mari? Oui, je le connais. Et je sais qu'il est capable peut-être de dormir et de revenir le lendemain. Donc, je n'étais pas plus inquiète que ça à ce moment-là. Mais n'empêche que quand, la journée de mercredi, ça circulait, je lui ai dit, as-tu pensé à contacter le responsable de formation, la personne qui nous avait formés à la randonnée, pour savoir s'il avait il avait pensé à ces personnes. Il me dit, ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Donc, j'attendais assez paisible sous ce coup-là. Oui. Alors, oui. Alors, Alexandre, je me te poser une question. C'est-à-dire que j'ai vu que tu as dit que tu aimes la forêt, mais après cette expérience que tu as vécue, est-ce que c'est toujours, tu as cette même idée que, Alexandre, tu aimes toujours la forêt, malgré la forêt a hypothéqué un certain nombre de choses, tu as perdu 14 kilos, en passant, tu as laissé les 14 kilos dans la forêt, et c'est toujours, tu aimes toujours la forêt, Alexandre? La forêt, pour moi, c'est l'expression de la main divine. Donc elle est généreuse, elle te donne de l'eau, elle te donne des aliments pour pouvoir t'alimenter en situation difficile. La forêt te donne de l'émerveillement, elle te donne des fleurs, elle te donne des espaces pour être véritablement en phase avec ton Dieu. Parce que n'oublie pas que Jésus allait dans la forêt pour se restaurer.
qu'Élie allait dans la forêt pour se restaurer. Mais il passait pas la nuit, à ma connaissance. Jésus on met la forêt. Et bon, après avoir passé 40 jours, 40 nuits en prière, c'était pour une occasion bien spécifique, c'est spirituellement, mais toi tu as employé les plus de 80 muscles que tu as dans ton corps, tu as fait appel à tes énergies physiques, mentales et spirituelles, et c'était pas évident pour toi, parce qu'au départ, tu n'es pas parti pour ça. Non, je n'étais pas parti pour y rester. Oui. Cela dit, j'avais des éléments au cas où. Oui, heureusement. Des éléments au cas où. Et là, je n'ai pas peur que je suis dans la forêt. Dans la forêt, j'ai l'impression que j'ai un ange devant et derrière. Oui. Je ne sais pas, je ne les vois pas. Hein. Je ne veux pas raconter des conneries que j'ai vu des anges. Je n'ai pas vu des anges. Oui. J'ai le sentiment d'être en paix. Oui, mais le soir, Alexandre, la nuit, est-ce que tu es habitué à rester dans cette obscurité, le son des grenouilles, et la rivière, où tu entends pas mal de choses. Et il fallait que tu n'es pas un prédateur quand même. Comment tu as fait pour rester tenir. La première soirée, je te le dis, pour que les auditeurs le sachent, oui. C'est une trace quand même de 14 heures. Oui. Je t'en ai fait une fois, deux fois, trois fois. C'est une... Oui, la première soirée, j'ai dormi à la Belle Étoile. Il n'a pas plu. Mais c'était pas génial pour moi. Il y avait des cigines, au cas où elle peut voir. J'avais ma lampe. J'avais un petit peu il y avait quelques pruneaux. Il y avait des oranges. J'ai géré mon alimentation. Donc, endormi là, tranquillement. Vers 22h, je me suis arrêté à manger. Mais dans la forêt, je n'ai pas peur. La forêt, quand les gens sont dans la forêt, tous les malades, les gens sont difficiles, dans la forêt, ils sont dociles. Les gens sont avenants. Mais c'est nous qui te payons à présent. Parce que on s'est posé la question. Parfois le soir, je me disais, mais que fait Alexandre? C'est ça la grande question. Les gens se posent beaucoup de questions. Et on prie, on croit, on espère. Et quand on a eu la fausse information, il aurait trouvé Alexandre. Et après, on dit que non, c'est pas vrai. Et ça n'a pas fait du bien ni au mental, ni à la famille. Et ta mère, ton épouse, ton fils. Ça, par contre, ça a créé quelque chose. J'ai eu peur, entre guillemets, un seul jour. C'est le dimanche. Je vais vous montrer. Pour que les gens voient. Oui. Parce que je dormais, j'avais installé une cabane sur un îlot. Mais bien honte, hein, qui est bien attaché à des arbres. Et bien carré, on a mis dessus du balisier. Balisier. Oui, j'avais des bonnes feuilles de balisier. Il y avait feuilles de ciguine. Et puis aussi palmier. Mais bien rangé, hein, donc avec une pente. Donc de latéral descendre. En bas, il y avait fait une litière pour dormir ici. Et je m'amuse. Donc là-dessus, j'étais déjà bien en mode cabane. J'avais même trouvé un bois, une espèce de bois bien une espèce de petit tronc. Et j'ai posé là. Et le soir, je soulevais mes jambes pour le sang. Oui, la circulation. Ça c'est. Mais le dimanche, j'ai eu peur parce que la rivière descendait là, puis il y avait un petit bras de rivière. Un petit bras de rivière, quand on voit de la montée, on dit et qu'est-ce fait en selle? J'ai déménagé. Et on mettait moi un peu sur le flanc de la montagne, et je me suis mis en pause poule. C'était comme ça. Et le truc descendait, de temps en temps, il mettait une tigine. L'eau, j'ai pris de la pluie, le dimanche soir, le dimanche, la journée. Ça a soupé même. Et justement, ce dimanche-là, on avait annoncé un temps assez maussade. On était complètement dans l'air de jaune, en fait. Tout à fait. Et j'ai reçu un appel, et j'ai reçu un message, une auditrice qui me demande
Qu'en est-il d'Alexandre? Est-ce que vous avez plus de nouvelles? Parce qu'on a annoncé un temps et je m'inquiète pour lui. Donc je pense que tout le monde s'inquiétait pour voilà, Alexandre. Alors pourquoi il insiste, Claudie, puisque au niveau des journaux, pour retrouver. Alors, on sort Alexandre. Il y a les journaux qui sont en train de sortir des articles. D'accord. Donc, on a les articles ici. Alexandre Brard a disparu en randonnée. Le 27, le 28, on a encore des articles qui sortent. Donc, c'est vrai, les proches, les parents sont inquiets, mais la population guadeloupéenne est en train de vivre ça, jour après jour. La population guadeloupéenne est en train de vivre ça, et ça a été plus loin apparemment, Françoise, au-delà de la Guadeloupe. Des frontières de notre petit territoire. J'ai eu des appels de personnes du Canada, de la métropole, de l'Angleterre, des gens qui s'inquiètent et qui me soutiennent par des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort, la prière. Et c'est vrai que je ne sais pas s'ils sont à l'écoute, mais quand bien même ceux qui les connaissent peuvent transmettre, on tient à les remercier parce que nous avons été portés par cet élan de solidarité, de prière, de témoignage et de soutien. Et si nous étions tranquilles, parce que nous recevions également des visites à la maison, et quand les gens arrivaient à la maison et qu'ils nous voyaient assez paisibles, mais c'est eux à ce moment-là qui versaient des larmes parce qu'ils ne comprenaient pas que dans notre situation, nous soyons aussi quiets. Et c'est vrai que nous l'avons été parce que par la prière, nous avons été soutenus. Tout à fait. Alors, le vendredi, on a eu un coup. On a eu un gros coup le vendredi. Puisque quelque chose est parti, Alexandre est retrouvé. Alexandre est retrouvé. Et tout le monde se dit, mais c'est super, Alexandre est retrouvé. Et ça a été un grand coup pour beaucoup de personnes. Surtout pour la famille et l'association formidable qui a fait remonter les informations. Et David Duhamel qui a su reprendre la chose en main. Et moi-même, je me suis trouvé, je pensais que c'était une vérité, mais ce n'était pas la vérité. C'était une fausse alerte. Une fausse alerte. Et ça n'a pas fait du bien. Voilà, et ça a montré l'intérêt que la population guadeloupéenne avait à retrouver Alexandre. Et donc, c'est reparti le samedi. Il y a eu, au niveau de l'Église adventiste, puisque vous êtes de l'Église adventiste, en Guadeloupe, une mobilisation générale de prière le samedi. Alors, il y a votre fille également. Et vous avez trois enfants. Oui. Vous avez 3 enfants. Sur le plan familial, à l'attente du sauvetage d'Alexandre, comment cela s'est organisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ma fille... Vous étiez à Paris? Alors, j'étais en métropole avec 2 autres enfants. Mais nous n'étions pas du tout au même endroit, pas dans la même ville. Il y en a un qui travaille déjà, les 2 travaillaient, et moi j'étais sur Tours. Et j'apprends l'information, je n'ai pas encore dit à mon autre fils. Comment le dire à ma fille? C'est assez compliqué. Mais du coup, elle apprend ça par les réseaux sociaux et également par son frère aîné. Alors on se dit, comment dire ça au cadet? Son frère dit, bon, ben, je vais le lui dire moi-même. Alors du coup, on est en contact. Ma fille qui me dit, de toute manière, maman, je ne vais pas te laisser seule dans cette galère. Je rentre en Guadeloupe une fois que j'ai fini ce que je suis en train de faire. Et notre fils cadet qui a dit, ah non, heureusement qu'il travaille, parce que dans cette situation, c'était intenable. Et lui aussi, il prend un billet pour pouvoir rentrer. Alors du coup, ben, on se retrouve, mais pas au même moment. Moi, j'arrive d'abord, épuisée, parce que 3 nuits sans dormir. Je me dis qu'une fois que j'arrive, je vais sur le terrain. Si c'était lui, il ne m'aurait jamais laissé seul dans les bois. Donc, il faut que je parte à sa recherche également. Je pars avec le fils, je pars avec notre fils aîné et ma belle-sœur, qui était présente sur tous les fronts. Mais physiquement, mon corps ne suit pas. Je commence, mais je ne peux pas aller très loin. Le lendemain, à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, qui a fait très très mal. On va passer dessus. Je me trouve à organiser les équipes qui doivent partir et remonter les différentes rivières. Je suis avec une nièce
Et nous voilà avec près de 60 personnes à répartir. Comment les gérer? Je ne connais pas plus les rivières que les habitants de Capesterre, mais j'ai un jeune qui vient avec des cartes. Et je dis, waouh, Seigneur, merci. Il arrive avec des cartes. Et à partir de ces cartes, il fait plusieurs copies en couleur. On arrive à organiser les différents départs, les remontées de rivière, parce que c'est ce que l'équipe de trailer avait préconisé. Donc, on fait ce qu'on peut. On relève les noms et numéros de téléphone des chefs d'équipe pour que dès qu'ils reviennent, ils puissent nous faire un retour pour qu'on sache que tout le monde est retourné sain et sauf. Donc, ça, c'est le samedi. Le samedi. Et la veille, je crois que le maire avait fait un appel. Alors, le maire avait fait un appel, mais qui malheureusement a été démenti parce que, comme il y a eu l'information qu'il a été retrouvé, et même au niveau de la jeunesse, il y a eu également un démenti parce qu'on avait retrouvé, et résultat, ben... Ça fait tache d'huile. Ça a été un peu, j'ai envie de dire, un mal pour un bien. Pourquoi je le dis? Oui. C'est avec du recul. Je me suis dit, comment est-ce que j'aurais fait, si c'était moi qui gérais tout ce groupe, comment est-ce que j'aurais pu gérer toute cette masse de personnes pour les répartir, pour les remontées de rivière? Je crois que j'aurais pas pu. Donc, j'ai envie de tourner de façon positive cette nouvelle. Et effectivement, donc, ma fille, moi, une de mes nièces et ma belle-fille, eh bien, nous étions sous le pont à essayer d'organiser parce que nous avions le sentiment d'être seuls. Seuls, c'est-à-dire à gérer les équipes sur le terrain. Parallèlement, il y avait un groupe de prière qui s'est tenu, je crois que sur 2 ou 3 sites. Et là aussi, je vais être franche et honnête. Je ne pensais pas le dire, mais je vais quand même le dire. Vous voyez, il y a des frères et sœurs qui prient. Et ça, c'est fondamental. C'est important, c'est nécessaire. Les gens finissent de prier, ils vous regardent limite comme une bête curieuse et ils s'en vont les uns après les autres. Waouh! J'ai dit, oups, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ne m'a pas démonté pour autant. C'est qu'il n'y avait pas d'organisation à ce niveau. Non, j'étais debout, on me voit en train d'organiser, le groupe de prière a fini et je vois les gens partir les uns après les autres. Ok, ça ne m'a pas démonté. Ça m'a donné encore, j'ai l'impression, davantage de force. Parce qu'effectivement, c'est important de prier. Mais ma fille a dit quelque chose. Elle a dit, prier c'est important, hein, mais chaussez vos baskets et venez avec nous. Prêtez-nous main forte. Et là aussi, tout le monde ne peut pas marcher. Tout le monde n'est pas sportif. Mais ne serait-ce que pour se dire, on va leur apporter du jus, on va leur apporter quelque chose. C'est une leçon à tirer pour une prochaine fois, moi, j'ai envie de dire se rapprocher. Alors, quelquefois, on ne sait pas qu'est-ce qui a été déjà mis en place, etc. Mais de toute manière, on peut ne pas savoir ce qui a été mis en place. Mais on interroge, on questionne, on échange. Donc voilà, donc le samedi, ça a été un petit peu mis en place. Le soir, les équipes de trailers sont revenues. Nous avons fait... alors, on avait pratiquement eu un QG de le parking de l'ancien de Ecomax, à l'allée des Flamboyants. Et là, les trailers étaient assis, désabusés, décomposés. Ils avaient l'impression d'être au bout de leur force. Tout à fait. Et c'est vrai qu'ils avaient marché le jeudi, le vendredi. Non, le mercredi. Le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, ils sont encore sur le terrain. Ils sont des volontaires, des gens qui ont osé dire à M. José Losbar, José, si nous avons marché, c'est parce que ces amis, nous ne pas même connaître Missier. Ils ne le connaissaient pas. Et c'est où on voit la force de la solidarité. Et j'ai envie de dire de l'amour entre Guadeloupéens. Les gars disaient, ils ne l'avaient jamais vu. Ils ne connaissaient pas ni en blanc ni en noir. Et les gens étaient épuisés. Donc vous arrivez, je viens de récupérer ma fille à l'aéroport. Les gens sont à bout de force. On se dit, mais quoi faire? Mais ils parlent, c'est ce soir-là qu'ils parlent de cette fameuse balise. C'était déjà ce soir-là? Oui, non, le samedi soir. Le samedi soir. Ils se sont dit, mais on a vu quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors nous, du coup, on n'a jamais perdu espoir, mais l'espoir renaît encore. On se dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a encore quelque chose à faire, on ne peut pas le laisser. Et tous les jours qui passent sont importants et toutes les minutes comptent. Il est vivant, on n'a pas trouvé aucun élément de son sac traînant sur le chemin. On se dit qu'il a encore tout avec lui. Il a encore ses bâtons, il a encore son sac, il a encore son portable, tout. Il est en pleine possession de ses affaires. Mais Françoise,
les gens disent au mari à traverser le marécage là. Là, c'est un coup fatal. Des gens disent, oh, il doit être pris en marécage là. Ça, par contre, c'était pas facile à accepter. Alors, j'ai envie de te dire non. Ça ne m'a pas démonté parce que j'ai déjà traversé ce marécage moi aussi. Donc, ayant eu l'habitude de marcher, il y a des choses qui ne me faisaient pas peur. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a dans la rando aventure, il y en a qui ont souffert physiquement et qui n'ont même pas pu reprendre la rando aventure. Les genoux en prennent un coup et le dos. Parce qu'on passe en dessous, on marche à quatre pattes, on passe au-dessus. C'est compliqué. On a vraiment l'impression qu'on est en mode guerre. Voilà. Mais ça ne m'a pas fait peur. Le connaissant, je n'étais pas inquiète à ce niveau-là. Mais je veux marquer mode crapaud. Faut expliquer moi ça, Alexandre. Alors, c'est quoi? Si tu veux tailler la forêt, oui. Tu peux avec ton côte là. Mais si tu veux la respecter, tu dois pouvoir chercher des passages et donc tu mets ton sac sous ton ventre et tu passes. Et c'est vraiment en mode crapaud. C'est que tu rampes, c'est le serpent, ou tu marches mode crapaud. Et tu avances avec ton petit pied et tu avances en dessous, quoi. Mais soit tu as le sentiment que tu as dompté la nature, malgré les 14 kilos que la nature a pu prendre dans ta personnalité, mais il y a quelque chose que tu as fait qui est extraordinaire, ce que Ouvignon Potomita. C'est sûr, il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu es aujourd'hui un témoin de la nature guadeloupéenne. Ouais. Un grand témoin. Peut-être, mais je ne suis pas le seul. J'ai envie de dire, nous devons refaire, faire face à notre forêt, pas donner d'eau. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont à découvrir, à explorer et à faire que ce pays puisse se développer avec le respect qu'on a pour la végétation, le respect qu'on a pour ces équilibres, ces écosystèmes. On doit pouvoir amener les gens. Pendant tout l'été, on t'a montré des zones, des grands canyons où les gens vont en survie, ils installent des petits carbets, ils font de la location. Nos jeunes peuvent faire ça. Tout à fait. Alors, nous retournons sur le sauvetage. Il y aura une deuxième partie dans un instant avec la partie accompagnement, puisque ce n'est pas fini. Il y a eu l'avant randonnée aventure, il y a eu le pendant et il y a l'après également, n'est-ce pas, Alexandre? Oui, mais le sauvetage, à mon avis, c'est vraiment très particulier parce que je crois que il a des choses à dire. Absolument, parce que même si vous voulez quand même retirer ce qu'il y a de positif, de tout ce qu'il y a on le sent, ouais. Vous n'allez pas quand même trahir la forêt, ouais. Mais on le sent, on le voit sur vous, peut-être que les auditeurs ne le voient pas, mais que vous avez des marques. Vous avez des marques, d'accord? Ouais. Votre corps a été marqué. Il y a une souffrance quand même. Il y a une souffrance. Et vous l'avez dit, vous êtes arrivé à un moment à bout où vous ne pouvez plus avancer. Tout à fait. Je pense aussi les denrées que vous aviez se sont épuisées. Ouais. À un moment donné, on nous a dit que il a mangé du cœur de palmier. On s'est dit il a mangé. On a trouvé des peaux d'orange. C'est bon, il mange. Non, mais la Guadeloupe, vous suivez vraiment au pas. Alors, pour vous libérer, puisque vous devez partir, et ensuite on va continuer en deuxième partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous le voulez bien, on fait comme ça? Au moment où vous avez vu ce dispositif mis en place, des rubalises, comment ça s'est passé? Alors, effectivement, c'est important de pouvoir en parler. Parce que aujourd'hui, donc l'expérience qu'a vécue Alexandre est une expérience que les jeunes guides, que les jeunes randonneurs seront amenés à connaître, parce qu'il a fait preuve d'une entité de survie, mais aussi d'une qualité extraordinaire de résistance à la crise, on va dire, à l'aventure qu'il a vécue. Quand bien même de notre côté, au niveau des secours,
Nous avons, donc moi j'ai été engagé donc sur ma garde USSH. Donc nous sommes par binôme à la base hélico qui se trouve au Rézé, aux Abîmes, et nous gravitons entre donc cette base hélico et le centre de secours de Perrin, qui est aux Abîmes. Voilà, donc nous pouvons intervenir dans des délais vraiment minimes. Alors soit nous y sommes déjà, ou soit l'hélicoptère vient sur une drop zone, donc une zone de dépôt, hein, où il peut se poser, du moins cet hélico, donc directement à Perrin. Donc vous voyez que les délais d'intervention sont vraiment très 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 infimes. Voilà, donc cette garde, donc déjà, il faut le dire, et ça aussi c'est ma dimension personnelle, j'avais la foi que nous allions retrouver Alexandre dans un premier temps, et je l'ai dit à mon épouse en quittant la maison donc dès le vendredi, hein, que j'avais le sentiment que je n'étais pas là pour rien, qu'il n'y avait pas de hasard, que ma présence à cette garde sur ces 3 jours, donc samedi, dimanche et lundi, n'était pas un hasard. Et je pense que les choses, l'issue nous a démontré effectivement, m'a prouvé que j'avais bien raison de penser ainsi et d'avoir la foi dans ma mission. Quand bien même de manière précise, donc je me rendais donc à ma garde hélico, précisément, donc c'était le dimanche. Le dimanche, et les secours s'organisaient au niveau donc de Pérou, de la rivière de Pérou, et je m'étais arrêté puisque j'étais en avance pour pouvoir donc discuter, voir comment s'organisaient les choses et dire que bon, nous sommes encore là, les secours, les sapeurs-pompiers, l'hélicoptère Dragon 97-1 de la sécurité civile, nous sommes là, et je me rends à la base, et que dès les manifestations, de ne pas hésiter de rendre compte donc au CODIS, au centre opérationnel du SDIS Guadeloupe, donc de rendre compte de manière à ce que nous puissions avoir des éléments de précision. Et c'est ce que j'ai fait, donc par conséquent je savais que de manière terrestre, comme Mme Brard l'a dit tout à l'heure, les choses s'organisaient. Donc par conséquent je regagne ma base, et le dimanche, nous n'avons pas d'éléments précis, le manteau nuageux est très très bas, les conditions météorologiques sont désastreuses, et nous ne pouvons pas nous rendre sur zone afin de procéder donc aux reconnaissances qui vont bien. Quand bien même, je rentre à la maison donc à Saint-Claude, et le lundi donc je retourne sur mon 3e jour de garde à Perrin. Plus tôt, dans la mesure où là on nous signale que nous devons partir donc en reconnaissance pour pouvoir donc lever le doute d'une rue balise qui aurait été vue. Donc là aussi, donc je m'arrête à Petit-Bourg où nous rencontrons donc un collègue, mon binôme en fait, USSH. Et nous partons avec Dragon qui vient nous chercher donc au niveau de Viard. Il nous récupère au niveau de Viard, du terrain de football de Viard, et nous partons donc en hélico sur la forêt. Et là, encore une fois, nous sommes en échec parce que le manteau nuageux est épais et encore descendu, mais de manière très dangereuse. Donc on se retrouve à peu près à vol d'oiseau à 3 km de notre zone de reconnaissance, de où était Alexandre, et on se rend compte que donc on repart. Et là, bon, malgré le fait que je sais que c'est plus haut, l'instinct de le retrouver, le souhait de le retrouver, on est quand même en train d'épier les moindres petits gestes de la forêt ou en hauteur. On nous dépose donc où on nous avait récupéré, et là Dragon part malheureusement sur Dragon part sur une mission en Martinique. Et je me dis, mais on va attendre patiemment qu'on nous rappelle. Donc la journée se déroule, nous sommes donc en attente à la base hélico. Et vers 13h30, 14h, le commandant de base m'appelle et me dit, bon ben Cédric, prépare-toi, on passe te récupérer. Et nous allons donc partir sur zone. Revenant de la Martinique, nous avons vu que le manteau nuageux avait disparu et que nous pouvons y aller. Donc nous partons,
Et là, je me retrouve seul secouriste. Donc j'y vais et je sens bien que il va y avoir certainement une issue parce que les circonstances sont assez particulières et c'est du ressenti en fait. Hein. C'est juste du ressenti que je ne partage pas forcément, même si nous sommes à l'écoute avec les casques, avec le pilote et le mécanicien. Donc nous formons donc cet équipage, l'équipage pilote, mécanicien, sauveteur. Et nous nous retrouvons donc sur zone. Et là, donc, on commence à reconnaître de manière très basse. Donc, on passe sur la vallée, donc au niveau du Talweg. Donc, le Talweg, précisément, c'est où se rejoignent les eaux. Hein, donc, c'est la rivière, de manière à pouvoir bien reconnaître la zone. Donc, on passe le plus près possible de la rivière, de manière... Alors, les portes latérales sont ouvertes. Le mécanicien est sécurisé avec une longe sur une porte. Et moi, je le suis sur l'autre porte. Assis sur le patelage, donc sur le plancher, les pieds reposant sur les patins. Et là, donc, nous sommes à l'air libre, en train d'épier le moindre petit mouvement, le moindre signe de vie. Et une première reconnaissance a lieu. Donc, nous parcourons une vallée de la Val en amont. Et le pilote, qui effectivement, lui, est de face, aperçoit la chute, la merveilleuse chute dont a parlé Alexandre tout à l'heure, et nous dit oh, mais c'est incroyable cette chute, on ne la connaissait pas, mais on va devoir, c'est certainement de là, donc on va redescendre et on va la parcourir d'aval en amont en épiant le moindre petit détail, et là, c'est ce que nous faisons. Donc on repart sur notre deuxième reconnaissance, et là, donc on arrive sur le Y, sur un Y, donc le Y qui commence du moins par cette belle chute qui ne donne pas face à la rue, à la mer, mais qui donne face à l'autre crête. Donc par conséquent, elle n'est pas visible. Et voilà, elle est face à face. Et là, effectivement, même si on n'a pas forcément le temps de la regarder, de l'admirer comme il faut, puisque nous avons donc en tête la mission, on observe et pour le moment, nous ne voyons aucun signe que nous attendions. Néanmoins, dans ce Y, on aperçoit donc sur la droite une petite vallée plus étroite, donc plus dangereuse, mais plus étroite, mais surtout avec un certain nuage, avec une activité nuageuse qui nous empêche de nous y intégrer, d'y aller. Par conséquent, le pilote nous dit, bon, ben, on va attendre un moment. Et lui, là, il redescend. Donc, par conséquent, juste dire que vous comprendrez bien qu'il s'agit d'une action d'équipe. Et là aussi, moi, je remercie de manière très sincère et profonde le pilote et aussi le mécanicien qui ont eu un sentiment très profond de vouloir donc pousser les recherches et de manière précise et très professionnelle. Voilà, donc nous remontons vers la chute une deuxième fois, et là le pilote nous dit bon, on va devoir abandonner là parce que je ne vais pas rentrer dans cette vallée puisque le nuage, les activités météorologiques peuvent nous surprendre et ça peut être dangereux. Il n'a pas fini de le dire, un coup de vent passe et cette vallée donc s'éclaircit, et là il nous dit bon ben on y va, et on commence pas à pas à encore faire la reconnaissance du Talweg jusqu'à ce qu'il remonte, puisque une petite cascade, en fait une cascade, ou une petite chute du moins, l'oblige à remonter, et en remontant, il se retrouve nez à nez avec la rubalise qu'avait tendue Alexandre. À ce moment-là, il nous exprime donc en fait sa vision. On regarde en même temps et sort de la végétation basse, donc des mangles, Alexandre qui se présente donc dans le lit de la rivière et il nous fait un signe se protégeant des vents des pales, hein, puisque effectivement il y avait, et je pense qu'il devait avoir froid aussi, donc il se présente et là le pilote exprime un étonnement de voir quelqu'un effectivement à cet endroit-là, le temps de réaliser et de confirmer qu'il s'agit bien d'Alexandre. Je me prépare et là je suis treuillé donc en direction d'Alexandre.
bien évidemment, je ne vais pas cacher que je lui ai exprimé ma joie et ma satisfaction profonde de l'avoir retrouvé et de l'avoir en face de moi, parce que c'est quelque chose, un sentiment formidable. Là, je l'attrape d'une main, je le sangle et je fais le geste de pouvoir donc nous remonter, mais de manière très rapide, puisque nous sommes quand même dans un lieu qui est pas propice à la présence d'un hélicoptère, surtout avec de forts vents qui pourraient donc nous piéger. Par conséquent, la remontée se fait rapidement en toute sécurité. Malheureusement, Alexandre, je n'ai pas le temps de récupérer ces objets personnels. Là aussi, j'en ai un peu le regret, mais quand bien même, il est entre mes bras, il est entre mes jambes, je l'enlace, il est là, et voilà, il est remonté donc dans l'hélicoptère, et là, c'est la joie, mais je ne peux même pas l'exprimer, je préfère la garder pour moi. Tout à fait. Voilà. Alors, question, est-ce que des personnes vous appellent personnellement pour savoir comment ça avance, puisque c'est vrai que certaines personnes n'ont pas les infos tout de suite et veulent avoir de l'avance. Est-ce que au moins des gens s'inquiètent, essaient de savoir est-ce que c'est bon, pas est-ce que la population a quelquefois des relations avec vous pour en savoir un petit peu plus sur l'évolution des choses? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, dans le cercle précis des randonneurs, puisque moi j'ai été treilleur également, oui, donc j'ai des appels constants. Il y a des réseaux qui m'interpellent régulièrement pour me demander où on en est. Donc, pour des raisons professionnelles, moi je reste une discrétion. Mais quand bien même, oui, la population aussi m'interpelle dans la mesure où, dans un cadre de responsabilité municipale, nous avons aussi j'ai aussi une part à jouer. Mais quand bien même, je reste très professionnel, étant donc très proche de cette partie de recherche, et par conséquent, les réponses sont, on va dire, très génériques. Mais il y a quand même des appels. Il y a énormément d'appels. Alors voilà. Ça aussi, je dois le dire, au-delà, tout à l'heure, j'ai parlé d'une chaîne de secours, mais il y a aussi eu cette chaîne de prière. Et cette chaîne de prière, toute congrégation confondue. Pour le dire. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Et ça, c'est un témoignage clair de chrétiens d'autres dénominations que celle. Voilà. Donc à partir de là, je me rends compte que nous sommes vraiment dans une situation, on va dire, fraternelle et humaine, et très profonde. Et l'espoir est là encore. Et de nombreuses personnes, tout le monde en fait a encore, on va dire, la forte, on va dire le fort sentiment que Alexandre sera retrouvé. Alors, il est vrai que il a été dans notre intention, et Alexandre le premier, de pouvoir rassurer sa famille quand il a été retrouvé tout de suite. Alors on s'est pris en photo, et c'est vrai qu'on l'a envoyé de manière à pouvoir rassurer photo qui a fait le tour du monde. Et cette photo, voilà, mais je me suis rendu compte aussi de la force des réseaux sociaux. Absolument, voilà, absolument. de la force, mais aussi des contraintes, parce que là aussi, les réseaux sociaux, et ça, il faut faire attention. Il faudrait que nous fassions aussi attention à souvent ne pas transmettre n'importe quoi, surtout en termes de sécurité. Tout à fait, absolument. Il y a une chose que tu as dit tout à l'heure là, c'est-à-dire que tu as eu foi. Est-ce que c'est peut-être que il y a le côté professionnalisme, il y a le côté aussi l'inconnu, à savoir que on ne sait pas au juste, mais la foi triomphe. Ça t'a beaucoup aidé d'avoir foi. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis chrétien, donc par conséquent, je crois en Dieu. Donc par conséquent, je crois que oui, la foi est fondamentale. La prière l'est aussi. C'est vrai que je ne vais pas évoquer forcément, puisque c'est propre à ma personne. Tout à fait. Les éléments que j'ai mis en place, la stratégie personnelle également que j'ai mise en place, simplement la prière, il n'y a rien à cacher. Mais quand bien même, je crois que la foi, elle est fondamentale. Et je pense que c'est cette même foi, au-delà de son professionnalisme et de sa connaissance de la forêt, que Alexandre aussi certainement a fait preuve. Alors du coup, moi, j'ai vu les sapeurs-pompiers d'un autre regard.
Et au nom, je pense qu'ils vont apprécier des auditeurs, au nom de l'équipe de Radio Vie Meilleure. Alexandre en fait partie et si c'était quelqu'un d'autre, je pense qu'il aurait fait la même chose. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Oui. Nous allons vous remettre un trophée pour vous remercier, pour toute l'équipe des sapeurs-pompiers. Merci. Merci. Pour vous remercier du travail qui est fait avec engagement. Merci beaucoup pour Alexandre et pour tous les autres et pour ceux aussi que vous aurez très bientôt à secourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et vous l'avez bien formulé, il s'agit d'un travail d'équipe. Absolument. Il s'agit d'un travail d'équipe, que ce soit au niveau de la hiérarchie, que ce soit au niveau de ceux qui sauvent, des secouristes, mais c'est vraiment donc un maillage, quoi. Voilà. Vous pouvez l'ouvrir et puis regarder, comme ils sont certainement et ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube ont envie certainement de voir, n'est-ce pas, Alexandre? Un trophée. Voilà. Alors, voilà, vous pouvez lire. Donc, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, le psaume 34, verset 7. Et les héros de l'espoir, collègues et amis de RVM, donc le 12 septembre 2020. Ça vous va? Tout à fait. Merci. Voilà. Chers auditeurs, la première partie, elle est terminée. Oui. D'accord, Claudie? Oui. Ça vous va? Oui. Restez sur la fréquence 93.3. Le programme, il continue avec cette même émission. Alexandre est encore là, mais il y aura un autre angle qui sera donc abordé avec Harry qui va prendre notre place à l'animation. Et là, vous aurez d'autres intervenants qui vont intervenir sur le plan spirituel, médical, psychologique. Et puis juste après, nous vous donnerons la possibilité d'appeler parce que nous savons que vous êtes nombreux à vouloir appeler. Donc pendant 15 minutes, vous pourrez donc appeler juste après, en fin d'émission. Merci d'avoir suivi cette première partie. Merci à vous d'être venus. Merci. Et à tout de suite pour la suite, puisque Alexandre a été retrouvé. Mais grâce à Dieu, on a pu l'avoir, je peux le dire, aujourd'hui, puisqu'il était encore aux urgences hier soir pour complications. La suite, c'est dans un instant. C'était Les Héros de l'Espoir, une émission proposée par Radio Vie Meilleure.